Irrégularité des cycles, bouffées de chaleur, prise de poids, irritabilité. La ménopause est un changement physiologique qui intervient chez la femme entre 45 et 55 ans. Est-ce qu'on a systématiquement des symptômes liés à la ménopause? Est-ce que chaque femme ménopausée doit avoir recours à un traitement hormonal? Est-ce qu'il y a des risques à prendre ces traitements? Comment mieux vivre cette étape de la vie? Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Geneviève Plubureau, qui est gynécologue à l'hôpital Port-Royal, c'est à Paris. Et pour témoigner avec nous, Françoise Fouillard. Juste avant, on va aller faire un petit rappel. Pourquoi la ménopause arrive? Bien sûr, hein. La chirurgie cardiaque mène à tout, vous savez. Absolument. Alors, vous voyez ici, c'est un appareil génital féminin. Bien. Et on va observer les ovaires qui sont de chaque côté. Eh bien, normalement, dès la puberté, les ovaires vont produire ce qu'on appelle les ovocytes, mais également des hormones sexuelles comme les oestrogènes et la progestérone. Et ces ovocytes, donc, à cette période d'ovulation, la muqueuse utérine va s'épaissir. Et l'ovocyte va arriver dans l'utérus, et puis si il y a, pour préparer éventuellement la fécondation d'un embryon, mais si la fécondation n'a pas lieu, à ce moment-là, la muqueuse utérine va se détruire, les cellules vont se détacher et s'évacuer, provoquant les règles. Le problème, c'est qu'avec l'âge, le stock d'ovocytes va s'épuiser, les ovaires donc sécréter moins d'hormones sexuelles, les cycles vont devenir de plus en plus irréguliers, et puis vers l'âge de 50-52 ans, eh bien, il n'y a plus du tout d'ovulation. Du coup, les règles vont s'arrêter et apparaissent les symptômes de la ménopause. Françoise, chez vous, les symptômes sont apparus un peu après 50 ans, c'est ça? Oui, un peu tard d'ailleurs, j'en étais ravie, vers 54 ans. Avec quel type de signes? Alors, bouffée de chaleur, insomnie et angoisse, essentiellement. Très angoissée. D'accord, et le médecin vous a dit quoi, du coup? On vous a proposé quoi? Il a proposé, enfin, moi-même, j'ai sollicité le traitement. Traitement hormonal, donc substitutif. Oui. J'ai eu un gynécologue qui m'a expliqué que la décision de prendre ce traitement était la mienne. Ça s'est assez bien passé. Vous n'aviez aucun antécédent particulier, pas de cancer, pas de... Aucun antécédent de cancer dans la famille. Oui. Donc, et depuis cette époque, je prends ce traitement. Et ça agit rapidement? Ça agit très rapidement. Les symptômes ont été supprimés tout de suite. D'accord. Et il y a un moment où votre médecin vous a dit qu'il faudrait peut-être arrêter, ou il faudrait... On a beaucoup discuté, surtout, il y avait l'histoire de l'étude américaine, on a beaucoup discuté. Et moi, ce que je trouvais à cette époque, c'était vraiment un discours anxiogène. De la part du médecin? Non, de la part d'un environnement qui culpabilise beaucoup les gens qui prenaient à cette époque le traitement. Donc, la décision, on la prend tout seul, mais parfois, ça vous ramène un peu à des questions de fond. Ce qui s'est passé quand vous avez arrêté, juste pour préciser, cette étude américaine qui montrait un surrisque de cancer, notamment du sein, avec ce traitement, et on verra pourquoi en fait c'est pas tout à fait superposable à la France. France déjà nous demande à partir de quel âge cette ménopause peut survenir? En moyenne, en France, elle survient vers 52 ans. On n'a pas des données très précises, mais c'est à peu près l'âge moyen. On parle de ménopause ou d'insuffisance ovarienne avant 40 ans. Et puis après 60 ans, on se dit que c'est quand même un tout petit peu tard. Et donc, c'est corrélé avec l'âge de la ménopause de la mère? De la mère, absolument. Ouais. Pas strictement, mais il y a quand même un lien assez fort. Alors Émilie demande pourquoi on a des bouffées de chaleur pendant la ménopause et à quoi elles servent. Alors, elles ne servent à rien. Embêter les femmes. Absolument. Et accessoirement, directement, peut-être aussi les hommes. C'est vrai. Alors, on a des bouffées de chaleur parce qu'on n'a plus d'estrogène et on a des mécanismes au niveau cérébraux qui font qu'on a une augmentation des hormones hypophysaires, la FSH pour la nommer, qui fait que les bouffées de chaleur apparaissent. Alors, c'est probablement des mécanismes assez compliqués. Et dans cette perspective, il y a beaucoup de travaux pour essayer de fabriquer des nouveaux traitements qui ne seraient pas des traitements strictement hormonaux. Béatrice demande combien de temps dure en moyenne la ménopause. Pour la ménopause, c'est à vie. Je pense qu'elle doit vouloir parler de la préménopause, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des signes qui apparaissent jusqu'au moment où la ménopause est installée. Alors, ou c'est peut-être la durée des bouffées de chaleur. Il y a des les symptômes peut-être. Voilà, il y a des femmes qui peuvent avoir des bouffées de chaleur avant que la ménopause s'installe, et c'est celles-là qui vont avoir des plus longues durées de bouffées de chaleur, presque 16 ans sur certaines études, en moyenne. Hein. Et quand les bouffées de chaleur surviennent après ou au moment de la ménopause, elles sont de durée plus courte. C'est des très jolies études épidémiologiques qui ont montré ces données. Cela dit, quand vous avez voulu arrêter, une première fois, vous avez arrêté, c'était à peu près après 10 ans de traitement, à peu près? Oui, à peu près. Les symptômes sont revenus? Absolument, tous sont revenus. Les bouffées de chaleur donc sont revenus aussi? Mais je voudrais
que l'on précise bouffée de chaleur, c'est anodin, une bouffée de chaleur, on a chaud. Non, mais c'est autre chose, une bouffée de chaleur. Vous ne pouvez pas vous maquiller, vous êtes très 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 mal. Je trouve qu'on devrait trouver un autre mot que bouffée de chaleur. Énorme bouffée de chaleur. Très gênante. Très gênante. Non, mais en tout cas, au bout de 10 ans, c'est revenu quand vous avez arrêté le traitement. Voilà. Donc c'est effectivement très variable selon les femmes. Mais ça décale en fait ce qui se passe physiologiquement après la ménopause quand on prend un traitement. Ça décale. Oui, Probablement, c'est ça. probablement. Oui, c'est ça. Alors Corinne a 53 ans, elle souffre depuis 2 mois à l'arrivée et pendant ses règles de fièvre, douleur intense dans le bas-ventre. Est-ce que c'est la préménopause? Alors la fièvre, normalement, n'est pas liée strictement à la ménopause. Il faut chercher autre chose. Les douleurs au moment des règles peuvent être liées à certaines pathologies dont l'incidence diminue après la ménopause. Donc, ce n'est pas strictement des symptômes de ménopause. Corinne dit que depuis sa ménopause a commencé, elle se sent mal, elle a des malaises et des vertiges plusieurs fois par jour. Est-ce que c'est normal? Alors, ça peut être normal comme conséquence des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, où on est effectivement très fatigué parce qu'on n'arrive plus à dormir, parce que la nuit, on est vraiment réveillé, et donc on est fatigué. Et dans ce contexte-là, on peut effectivement avoir des symptômes de ce type. Alors, un symptôme qui est... Est-ce qu'on voulait intervenir? Je vous en prie. Oui, tout à l'heure, là, je voulais intervenir parce que il me semble tout de même que certaines personnes n'ont absolument aucun symptôme. Et alors, c'est ces personnes-là qui disent « Mais pourquoi tu prends? C'est pas possible, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. » C'est un peu mes motivations. Et il me semblait aussi que j'ai senti un discours différent selon que j'ai en face de moi un médecin homme ou un médecin femme. Alors, étonnamment, les femmes voient plutôt négativement, je parle des gynécologues, plus le danger que les hommes. On pourrait penser le contraire. Les hommes parlent de qualité de vie. Et les femmes disent attention. Là, j'ai une radiologue récemment qui me dit là, vous reculez votre ménopause, il va vous arriver un problème. Bon, il n'y a pas d'études là-dessus. Non, il n'y a pas d'études sur le sexe des médecins qui prescrivent ou pas un traitement. Béatrice est ménopausée depuis décembre dernier. Elle a des brûlures urinaires. Elle voudrait savoir si c'est lié à la ménopause. Alors, on peut avoir des cystalgies, effectivement, ce type de symptômes, mais on peut avoir aussi une sécheresse vaginale qui fait qu'effectivement, on a des petits soucis dans la sphère urogénitale. Anne demande si l'agressivité fait partie des symptômes de la ménopause. Alors, on peut avoir des troubles de l'humeur, absolument. Liés à la fatigue, par exemple? Liés à la fatigue, mais liés aussi à la baisse d'hormones. Tout le monde nous énerve. Et donc, il faut, effectivement, ça peut tout à fait entrer dans le grand package du syndrome climatérique. Pour rebondir sur votre question, les bouffées de chaleur, maintenant, on dit des symptômes vasomoteurs. Je ne sais pas si ça vous plaît plus, mais c'est... oui, ça me plaît plus. Voilà. Ça fait plus sérieux quand même. Hein? Oui, ça fait mieux quand même, c'est plus... Mais alors... S'il suffisait simplement de trouver un traitement pour ces fameuses bouffées de chaleur, peut-être qu'on admettrait de prendre moins longtemps ce traitement. Il y a un traitement uniquement pour bouffées de chaleur qui soit vraiment efficace, qui soit non hormonal? En 2019, c'est vraiment l'estrogénothérapie, c'est les estrogènes qui sont le plus efficaces. Voilà, il y a des études en cours avec des perspectives très intéressantes, mais pour l'instant, c'est juste des essais et ce n'est pas commercialisé. Alors justement, à 46 ans, j'ai des bouffées de chaleur en permanence, mais un cycle présent et abondant. Existe-t-il un test pour savoir où nous en sommes? Alors, aucun test. Ça, c'est vraiment la période de périménopause et c'est typiquement des femmes qui vont avoir des bouffées de chaleur avant la ménopause et qui seront probablement embêtées plus longtemps une fois que la ménopause est installée. Donc le diagnostic de ménopause, c'est vraiment l'arrêt des règles? C'est uniquement un symptôme clinique. Les dosages hormonaux que nous pouvons faire sont très fluctuants. Donc il n'y a aucun intérêt à faire ces dosages. Une femme qui dit depuis ma ménopause, je mange très peu, je fais beaucoup de sport et ne fais que grossir. Ma TSH, donc l'hormone thyroïdienne, est pourtant bonne. Que faire? Alors, c'est vrai que le métabolisme change un peu, se ralentit. Et effectivement, certaines femmes vont prendre du poids à la ménopause. Donc effectivement, c'est en principe le sport qui fait qu'on essaye de réguler cette prise de poids et ces changements métaboliques qui surviennent au moment de la ménopause. Alors le THS, qui est un traitement substitutif, peut-il être prescrit lorsqu'on prend un traitement pour des troubles du rythme cardiaque, demande Anne-Marie. Alors ça, c'est une question très spécifique. Ça dépend un petit peu des troubles du rythme et de la pathologie sous-jacente. Les contre-indications formelles au traitement hormonal, c'est quoi? C'est le cancer du sein, toutes les pathologies qui sont... De la personne? De la personne.
toutes les pathologies qui sont hormonodépendantes, au dépend des estrogènes essentiellement, mais aussi de la progestérone. Et puis certaines pathologies vasculaires, bien sûr, un antécédent d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral ischémique sont des contre-indications. Pas hémorragique. Pas hémorragique, ischémique. Alors justement, on va voir un témoignage, parce que la prise d'un traitement hormonal substitutif permet de réduire les symptômes gênants de la ménopause, mais toutes les femmes ne peuvent pas en prendre. C'est le cas de Florence, qui a été soignée pour un cancer du sein hormonodépendant. Céline Morel, Véronique Bourgin et Héloïse Mallet l'ont rencontrée. En 2011, Florence apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Pour se soigner, elle enchaîne des traitements lourds. Des traitements qui provoquent une ménopause précoce. À seulement 39 ans, les symptômes sont intenses, son sommeil est perturbé de sueurs nocturnes. Ça se manifestait par à peu près 5 réveils par heure, complètement en nage, à tel point qu'il fallait que je me change plusieurs fois dans la nuit. Je devais changer des fois même les draps, tellement c'était trempé. Au bout d'un moment, j'ai mis des serviettes pour éviter d'avoir à changer les draps systématiquement. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment très très fort. Donc ça a un vrai impact sur sa qualité de vie, ça a un impact sur son émotivité également, puisque le fait de ne pas avoir un sommeil récupérateur, c'est difficile à gérer. La journée au travail, ou lorsqu'elle sort avec des amis, les bouffées de chaleur surviennent sans prévenir. Alors Florence doit mettre en place des stratégies. Vous êtes complètement rouge, écarlate, et la transpiration commence à arriver. Donc j'avais des fois des vêtements que j'avais en double, et je changeais. À certains moments, quand je voyais que c'était pas tenable. Quand vous sortez, vous évitez des endroits qui sont surchauffés, avec trop de monde. Vous avez vraiment un réel changement de vie qui est impacté par ces bouffées de chaleur, parce que quelque part, ça vous met un petit peu en dehors des autres. Du matin au soir, Florence utilise un accessoire dont elle ne peut plus se passer. L'éventail, l'outil indispensable quand on a des bouffées de chaleur. Donc je dois avoir une collection d'une quinzaine d'éventails aujourd'hui, dont certains en très mauvais état parce que l'utilisation a été plus qu'intensive ces dernières années. À cause de son cancer hormonodépendant, Florence n'est pas autorisée à prendre les traitements habituellement prescrits pour la ménopause. Alors il y a 3 ans, elle se tourne vers la pratique de la sophrologie, de la méditation et du yoga. Le cours commence par quelques exercices de respiration et d'étirement. Sur l'inspire, on va lever les bras devant soi, jusqu'au-dessus de la tête. Donc le regard s'arrête vers le haut. Et puis expire, les bras s'abaissent. Alors cet exercice, il va servir à la fois de faire un grand étirement pour la colonne et en même temps, il va permettre de faire des respirations profondes. Parce qu'on a la poitrine qui s'ouvre, on a la poitrine dégagée. En étant conscient du souffle, on va provoquer une grande oxygénation du corps, régénération d'oxygène dans le corps parce qu'on prend des respirations profondes. Donc on va faire la tortue. On va essayer de glisser les mains à plat comme ça sous les chevilles et puis on va essayer d'avancer le plus possible les bras, voilà, pour ensuite complètement relâcher la tête et les épaules. Pendant 1 heure, les exercices s'enchaînent. Plus ou moins actifs, le principal ici, c'est de lâcher prise. La ménopause, ça peut provoquer pas mal de perturbations, on va dire psychologiques, mentales. Donc les exercices de respiration sont très très bons pour essayer de calmer ces perturbations-là. Et puis on va avoir aussi un certain recul aussi par rapport à sa situation, par rapport à ce qui nous arrive. Les tracas qu'on peut avoir au quotidien, etc., après une séance comme celle-là, s'envolent. On est vraiment dans un effet de bien-être, de relaxation totale. Il y a ce sentiment-là de tranquillité intérieure. Florence s'est aussi mise à la course à pied et fait attention à son alimentation. Une nouvelle hygiène de vie qui a fortement atténué les symptômes de sa ménopause. Françoise, je vous ai vu sourire à l'évocation de l'éventail. Oui, parce que j'ai utilisé aussi souvent, très souvent, un éventail. On en a toujours dans votre sac au cas où. Exactement. Mais tout à l'heure, juste un mot, si vous permettez. On a parlé des prises de poids. On a imputé les prises de poids au traitement. Mais en fait, la prise de poids, elle est aussi eu égard à l'âge qui avance. Et parce que quand j'ai arrêté pendant 8 mois, je n'ai pas perdu 1 gramme. Parce que j'ai arrêté aussi un peu pour ça, parce que aussi, vous prenez du poids, vous avez un cancer, etc. Tout ça sans arrêt, sans arrêt. C'est la ménopause qui fait prendre du poids. C'est la ménopause qui fait prendre du poids, c'est pas le traitement hormonal substitutif. Non, c'est la ménopause et l'âge. C'est vraiment un changement métabolique, C'est ça. une répartition des graisses,
des mécanismes sur l'insuline qui font qu'effectivement, on peut prendre du poids, mais ce n'est pas une fatalité. Certaines femmes ne prennent aucun poids. Alors Caroline demande si elle peut prendre un traitement substitutif en ayant eu un cancer du sein non hormonodépendant. Et sinon, quelles peuvent être les alternatives? La réponse est là, c'est non. Tout cancer, quel que soit son type, est une contre-indication au traitement. Et donc on a des alternatives médicamenteuses non hormonales et puis des alternatives non pharmacologiques, effectivement le yoga, l'hypnose qui marche pas mal, l'acupuncture, l'auriculothérapie. Mais rien ne marche aussi bien que les estrogènes. Quand vous dites tout type de cancer, c'est cancer du sein et ovaire, c'est-à-dire le cancer... Alors, tout type histologique et avec ou non de récepteurs du sein. Ovaire, pas forcément, parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un meilleur pronostic pour certains types de cancers quand les patientes utilisent un traitement. Cancer de l'endomètre, c'est aussi une contre-indication. Du corps de l'utérus. Éline demande s'il y a des produits naturels pour bien vivre sa ménopause. Alors, il y a des produits naturels, effectivement, qui sont à base de plantes, mais qui ne contiennent pas de phytoestrogènes, qui peuvent effectivement aider dans cette transition. Alors Nathalie, elle a 46 ans, elle vient d'apprendre qu'elle a été ménopausée, elle a un stérilet hormonal, elle demande s'il faut l'enlever de toute urgence. Non, aucune urgence. Ce type de contraception peut être laissé en place un petit peu après la ménopause, sans problème. Alors aujourd'hui, Françoise, donc vous avez arrêté 2 fois le traitement, 2 fois les symptômes sont revenus, donc vous êtes toujours sous traitement. Vous vous posez quel type de questions aujourd'hui? Bien, maintenant, plus de 15 ans, ça fait beaucoup. Mais vous êtes surveillée régulièrement par mammographie? Je suis très très bien surveillée. Maintenant, quand j'entends qu'on me dit vous allez avoir quelque chose de grave, et puis qu'on me dit mais non, reprenez la qualité de vie, c'est un peu ma raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est que je voudrais bien un discours absolument concret, je ne sais pas quoi faire. On me pose des questions aussi, et puis j'ai découvert en venant ici, en posant des questions aux gens qui m'entouraient, aux femmes qui m'entouraient, que beaucoup de femmes prennent le traitement et se posent les mêmes questions que moi. Donc, quand on fait confiance à la médecine, quand un médecin vous dit « mais continuez, la qualité de vie est plus importante », et quand un autre vous dit « vous reculez votre ménopause et il va vous arriver… » C'est compliqué de savoir quoi faire. C'est compliqué de savoir quoi faire. Alors, il y a aussi le problème de l'ostéoporose aussi. Donc, est-ce qu'on se préserve réellement les os? On ne sait pas tout ça réellement. Alors, aujourd'hui, avec les traitements proposés aux femmes en France, et avec le type de femme française, puisqu'effectivement, ce qui n'est pas tout à fait le type de femme américaine, c'est pour ça que les études étaient difficiles à superposer. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la façon dont il faut prendre ce traitement et des risques qu'on court ou des protections qu'on a? Alors, on sait que quand on utilise ce traitement juste après la ménopause, on a probablement une protection cardiovasculaire qui est assez importante dans la balance bénéfice-risque. On sait qu'avec des très longues durées d'utilisation, on va augmenter un petit peu son risque de cancer du sein, mais il faut l'utiliser probablement plus de 10 ans avec les molécules utilisées en France qui sont très spécifiques. Et puis effectivement, on réévalue à chaque consultation la balance bénéfice-risque. Quand il n'y a aucun facteur de risque et que la qualité de vie est tellement améliorée. Et qu'on est bien surveillé, c'est ce que je veux. Avec des mammographies régulières pour... Absolument. Ben, c'est un discours entre notre patiente et le prescripteur qui va faire qu'on continue ou pas l'utilisation d'un traitement. Donc les règles qui avaient été édictées au départ, c'est 3 ans, puis 5 ans, on réévalue, qui étaient très 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 strictes, et en gros, on ne prend jamais plus de 5 ans. On est un peu revenu dessus en France. C'est les règles encore officielles des autorités de santé, mais on module en fonction de chaque patiente en pratique, évidemment. Quand les patientes ont des bouffées de chaleur très importantes ou des symptômes vasomoteurs, c'est vraiment un discours entre la patiente et nous. Je pense qu'en 2019, il y a beaucoup trop de femmes qui souffrent de bouffées de chaleur qui ne sont pas traitées à tort. Alors Sylvie demande... Oui, pardon. Moi, je suis de la génération des débuts de la pilule. Bon, le discours au début de la pilule contraceptive, c'était épouvantable. Vous aurez tous des cancers, etc. 50 ans après, la pilule existe, même si elle est moins dosée, elle existe toujours. Donc, je me posais la question si on faisait une analogie sur un discours pareil, ce sont des hormones, et ce discours actuel... je me demandais, et puis la question aussi que l'on m'a posée, moi, avant de venir, c'est la question de la libido. Est-ce que le fait de prendre le traitement hormonal a une influence sur le maintien d'une certaine libido?
Très probablement, très probablement. La libido, c'est des phénomènes complexes. Il faut expliquer à nos patients qu'il n'y a pas que les hormones. C'est un environnement, voilà. Mais effectivement, quand on n'a plus du tout d'estrogène, c'est probablement un peu plus difficile. Oui, c'est parce que le traitement réduit la sécheresse vaginale, donc améliore aussi la qualité des rapports. Absolument. Donc ça s'ajoute. Absolument. Alors Delphine demande si la prise de pilule retarde la ménopause. Absolument pas. Aucun lien entre votre stock d'ovocytes, c'est-à-dire les cellules dans les ovaires que vous avez bien montré tout à l'heure, elles se détruisent, comprennent un traitement ou pas. Donc aucun lien. Sylvie demande s'il y a un lien entre ménopause et ostéoporose. Oui, vous allez nous expliquer. La réponse est évidemment oui. C'est-à-dire qu'on va diminuer sa densité osseuse de façon assez rapide après la ménopause. Et effectivement, le traitement hormonal stabilise et empêche cette diminution rapide au moment de la ménopause. Aujourd'hui, l'ostéodensitométrie qui permet d'apprécier la qualité du tissu osseux est pris en charge une fois dans sa vie pour toute femme ou pas? Non, pas du tout. Non, il faut qu'il y ait des facteurs de risque. Et c'est un petit peu dommage, effectivement, de ne pas évaluer cette densité osseuse au moment de la ménopause pour pouvoir après bien gérer et avoir les stratégies thérapeutiques efficaces dans ce contexte. Evelyne demande s'il faut faire attention à son alimentation lors de la ménopause et s'il y a des aliments qui sont conseillés. Alors évidemment, mais je dirais pas que à la ménopause. C'est les règles hygiéno-diététiques tout à fait classiques, qu'on soit ménopausé ou pas. Isa demande si la ménopause survient plus rapidement lorsqu'on a eu une hystérectomie partielle, c'est-à-dire une ablation de l'utérus sans ablation des ovaires. Non. Alors la réponse est probablement non. Ça dépend un peu du type de chirurgie et surtout de ce qu'on a opéré près des ovaires. C'est-à-dire que si la vascularisation est moins bonne, parfois on est ménopausé un petit peu plus tôt, mais à partir du moment où on garde ses ovaires, on n'est pas ménopausé. Patricia demande si la progestérone en comprimé et les patchs d'œstradiol entraînent une prise de poids. Alors, en moyenne, non. La réponse est non. Mais comme en médecine, il y a une variabilité. Certaines femmes vont prendre du poids, d'autres vont diminuer leur poids. En moyenne, elles vont être tout à fait stables. Quand est-ce que le traitement à base d'œstradiol cessera-t-il d'être en rupture de stock? C'est une bonne question. Malheureusement, c'est les gels, c'est ça? C'est les gels Absolument. C'est tout ce qui est voie percutanée et gel en particulier. Ça, il faut poser la question aux industriels. Parce que c'est étonnant, vu le nombre de femmes quand même qui en prennent, qui est effectivement qu'on n'ait pas anticipé. Oui. Alors, il y a les gels, mais il y a aussi tout ce qui est traitement pour la sécheresse vaginale. Alors qui sont beaucoup utilisés et qui sont parfois en rupture de stock, qui nous posent quand même beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'il faut demander aux industriels, ça. Annie, qui a été opérée d'un méningiome à 50 ans, est-ce qu'elle peut prétendre au traitement hormonal? Alors c'est compliqué parce que... Des tumeurs des méninges. C'est des tumeurs des méninges qui comportent des récepteurs de la progestérone. Un petit peu d'estrogène, mais surtout de la progestérone. Et quand on a un utérus, il est absolument indispensable, quand on utilise un traitement de ménopause, d'avoir de la progestérone pour contrebalancer donc l'effet des estrogènes sur la muqueuse de l'endomètre que vous avez montré tout à l'heure. Et donc c'est compliqué de gérer ces patientes parce qu'elles n'ont pas le droit d'utiliser de progestérone ou progestatif. Il nous reste 20 secondes. Vous êtes à peu près rassurés? Vous avez à peu près la réponse à vos questions? En partie, oui. En partie. Merci tout de même de m'avoir invitée, mais seulement en partie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toutes les deux d'être venues. Demain, dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur les nuisances sonores. On verra ce que cela provoque et comment on peut s'en protéger. Et puis ce soir, on vous rappelle donc l'émission de Michel Simès. Mal de dos, prenez soin de vous. C'est donc à 20h50. C'est sur France 5. Voilà, donc ce soir, vous êtes sur France 5. Et puis demain, à 13h40, vous êtes aussi sur France 5. Comme ça, c'est parfait. Vous n'avez même pas à changer de chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Ben voilà, et moi je vous retrouve demain. Au revoir.